Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais avoir le plaisir difficile de vous parler de la ventilation mécanique dans le SDRA de l'enfant. Plaisir parce que c'est toujours un vif plaisir de parler à ce très beau congrès. Difficile quand même parce que la ventilation dans le SDRA, c'est compliqué. Et je vais essayer de vous en tirer des messages simples et clairs, d'où la difficulté de la tâche. Mon topo n'a pas de conflit d'intérêt. Comme c'est moi qui commence, je vais vous présenter 4 diapos sur le SDRA, qu'on parle tous de la même chose, et puis je rentrerai dans le vif du sujet en vous expliquant la théorie du poumon de bébé, théorie de Gattinoni sans laquelle on ne pourra pas suivre la suite, qui est le corps de mon topo, la ventilation mécanique dans le SDRA. Et en toute fin de topo, je vous dirai 3 mots, vraiment 3 mots, sur l'HFO, le surfactant et le NO. Alors le SDRA a été défini en 2012 par une conférence mondiale de consensus. Il faut 4 choses pour le SDRA. Un début aigu dans les 7 jours qui suivent une cause de SDRA. À la radio, des images alvéolaires bilatérales évocatrices d'œdème. Il faut que la cause de cette défaillance respiratoire ne soit pas cardiovasculaire. Donc en pédiatrie, on s'aidera de l'écho. Et il faut qu'il y ait des troubles graves de l'oxygénation qui sont caractérisés par le rapport PaO2, donc mesuré sur un gaz du sang artériel, sur FiO2. Il faut au moins que ce rapport soit inférieur à 300. Entre 200 et 300, c'est un SDRA modéré. Entre 100 et 200, c'est un SDRA standard. Et en dessous de 100, avec une PEP supérieure à 5 cm d'eau, c'est un SDRA sévère. Voilà comment, à l'heure actuelle, on définit le SDRA. Les pathologies pouvant être cause de SDRA sont dominées par les pathologies infectieuses. Vous avez pathologies pulmonaires directes, pneumopathie bactérienne et virale, les pneumopathies d'inhalation, les noyades, les contusions pulmonaires, ou des causes indirectes, choc septique, syndrome de défaillance multiviscérale, polytraumatisme ou brûlure grave. Puis dans les 2 cas, des causes plus rares sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Donc, infection en premier. Qu'est-ce que le SDRA du point de vue physiopathologique? Quand vous avez ces agressions, eh bien, ces agressions vont agir sur les cellules endothéliales, les polynucléaires, les macrophages alvéolaires et la coagulation. Et le SDRA va évoluer en 3 phases qui se chevauchent. Une phase aiguë exudative caractérisée par le dommage alvéolaire diffus, avec des lésions de la barrière alvéolo-capillaire qui va être détruite, un afflux de polynucléaires neutrophiles, une sécrétion d'un œdème riche en protéines et une chose que les néonatologues connaissent bien, l'inactivation du surfactant par cet œdème riche en protéines et le dépôt sur le pourtour alvéolaire, comme vous le voyez sur mon image histologique, de membranhyalines, tout à fait identiques aux membranhyalines qu'on trouvait dans la maladie des membranhyalines du prématuré. Cette phase est suivie d'une phase de reconstruction où l'œdème se résorbe, l'alvéole est réépitalisé et l'apoptose enlève les débris excessifs. Et chez certains malades, cette phase de reconstruction est débordée et le malade va évoluer vers la fibrose pulmonaire où les métalloprotéases et le procollagène 3 vont avoir un rôle important. Alors le SDRA de l'enfant, du point de vue épidémiologique, je vous ai mis là 4 études épidémiologiques, 2 américaines, une australienne et une chinoise. La fréquence du SDRA, c'est en gros 1 sur 10 000 par an. Les enfants sont petits, entre 1 et 3 ans, la plupart du temps des garçons. Ils peuvent avoir une maladie sous-jacente, bien que ce soit moins fréquent que chez l'adulte. Cause infectieuse domine, je vous en ai déjà parlé. Et la mortalité est variable. En gros, quand il n'y a pas de maladie sous-jacente, on est entre 15 et 25%, et c'est plus élevé, bien sûr, en Chine, et quand il y a beaucoup de maladies sous-jacentes. Mais par rapport à l'adulte, le SDRA est à peu près 10 fois moins fréquent, et la mortalité 2 fois moins élevée. Ce qui fait que je vous présenterai essentiellement des travaux réalisés chez l'adulte, parce que le réseau du SDRA américain a fait une estimation. Pour faire une étude sur la mortalité du SDRA chez l'enfant, il faudrait l'union de toutes les réanimations pédiatriques nord-américaines pendant 15 ans. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, on se fie à ce qui a été fait chez l'adulte.
Voilà, après cette brève introduction, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous parler d'un point clé, c'est la théorie de Gattinoni. Alors, cette théorie, qu'est-ce qu'elle dit? Ça se dit que dans le SDRA, tout se passe comme si il y avait une réduction de la quantité de poumons accessibles à la ventilation mécanique. Si vous voyez le scanner que je vous ai mis, vous voyez deux zones. Une zone blanche, qui est dans les parties dépendantes de la gravité, qui est du poumon dense, épais, peu compliant ou pas compliant du tout, pas accessible à la ventilation mécanique. Et à côté, vous avez un poumon de ce qu'on appelle le poumon de bébé, qui est noir, et qui a une compliance proche de la normale. Et ça, vous le voyez sur le scanner, même si à la radio, vous avez l'impression que le SDRA est homogène. Donc tout se passe comme si vous avez deux poumons dans le SDRA tout le temps. Un poumon qu'on appelle stiff lung, qui est le poumon dense, et un poumon quasi normal, qui est le baby lung. Un adulte en SDRA, il ventile sur 300 grammes de poumon, c'est-à-dire sur la taille de poumon d'un enfant de 5 ans. Et ce baby lung, qui a une compliance normale, il est très sensible aux agressions de la ventilation mécanique. Et qu'est-ce qui se passe? Nos respirateurs, ils fonctionnent sur le modèle du tube ballon, comme le schéma que je vous ai mis, j'ai pas de flèche, si, ici. Donc les ventilateurs actuels considèrent que vous avez une grosse bronche, le tube, et une grosse alvéole, le ballon. Ils n'arrivent pas à compartimentaliser un stiff lung et un baby lung. D'où le concept de ventilation protectrice, parce que si vous ventilez en force un SDRA, vous n'allez pas recruter le stiff lung et vous allez détruire le baby lung et à terme, votre malade va mourir. Et ce que mesure le ventilateur quand il mesure la compliance du malade, ça s'affiche sur l'écran du ventilateur, c'est en fait faux, puisque ce n'est pas la compliance du poumon, puisqu'il y a deux poumons. Ça traduit la quantité de baby lung, la quantité de poumons accessibles à la ventilation mécanique. Plus cette compliance est petite, plus la quantité de poumons accessibles à la ventilation mécanique est petite, et plus il faudra être prudent. Alors, qu'est-ce que c'est la ventilation protectrice? Voilà le plus grand, enfin le travail le plus important publié dans le SDRA ces dernières années. C'est l'œuvre du réseau américain qu'on appelle ARDSNet, qui travaille chez l'adulte, et qui a pris des adultes ventilés en volume, en VAC, donc en volumétrique, et avec un SDRA, et les a randomisés, c'est-à-dire les a tirés au sort en deux groupes. Dans le premier groupe, c'est le groupe en rouge, c'est le groupe témoin, ils ont fait ce qu'ils faisaient d'habitude. C'est-à-dire ils ventilaient à 12 millilitres kilo de volume courant, avec des pressions de plateau qui montaient jusqu'à 40, et ils s'acharnaient à normaliser les gaz du sang. Et ils ont un autre groupe, qui est le groupe ventilation protectrice, où ils ventilaient de principe à 6 millilitres kilo, donc beaucoup moins, et ils limitaient la pression de plateau à 30 cm d'eau, en étant moins exigeants sur la saturation et moins exigeants sur la capnie. Et vous voyez sur la courbe de survie actuarielle qu'il n'y a pas photo. Dans le groupe qui a la ventilation protectrice, c'est le groupe intervention, eh bien la mortalité est nettement moins inférieure que dans le groupe contrôle, si bien que l'étude a dû être arrêtée au bout de 860 patients, elle devait en compter 2000, mais ils se sont arrêtés parce qu'il était plus éthique de tirer au sort des patients qui risquaient d'être dans un groupe qui allait mourir tout le temps. Alors qu'a priori, ils disaient, ceux qui étaient témoins, ils étaient tranquilles, on faisait comme d'habitude. Ben non, c'était le contraire. Donc, révolution, on ne normalise plus les gaz du sang, on fait gaffe au volume courant, 6 millilitres kilo, et on limite la pression de plateau. Ça, on l'avait déjà fait en pédiatrie 4 ans auparavant. Il y a une étude de Paulson, un Américain, qui ce coup-ci faisait de la ventilation barométrique, donc en pression, il faisait de la pression contrôlée dans le SDRA de l'enfant, et il avait pris des enfants ventilés avec une PEP à 6 et un SDRA, et donc il avait pris le parti de limiter la pression de plateau à 40, de limiter le volume courant, de laisser monter la capnie, vous voyez, jusqu'à 60,
et de baisser ses objectifs en saturation en oxygène, PaO2 normal, y considéré entre 55 et 75. Donc vous voyez son protocole d'augmentation de la pression inspiratoire et de la PEP en fonction des gaz du sang et considérer une ventilation excessive quand la capnie était inférieure à 45 mm de mercure, donc même pas encore normale, et une ventilation excessive quand la PaO2 était supérieure à 75 mm de mercure. On est loin du 100% de saturation. Donc dès 4 ans avant, il avait ces objectifs, et la mortalité n'était à l'époque que de 11%, ce qui était très largement inférieur à ce qu'on pouvait prédire avec les scores de gravité, qui dans son étude était le score PRISM. Alors, celle-là est un peu compliquée, j'ai hésité à vous la montrer, mais je vous l'ai montrée quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ventiler en pression, ventiler en volume. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien, les deux sont bons. L'essentiel, c'est qu'on fasse de la ventilation protectrice. La personne qui a aidé à répondre, c'est Aïcha Kerr, qui vous a fait une méta-analyse. C'est un peu compliqué, les méta-analyses, mais je vais essayer de vous la simplifier. En fait, dans la ventilation protectrice versus ventilation historique, il y a 5 études. 5 études adultes. 2 ont marché, l'étude de la ETHZR-Net que je vous ai montrée et une autre étude américaine. Les 3 études n'ont pas marché, dont une étude publiée par Laurent Brochard, que certains connaissent peut-être. Et on s'est demandé pourquoi ces études n'ont pas marché alors que les autres ont marché de façon très nette. Eh bien, quand on a fait l'analyse de ces études, on a regardé l'évolution des pressions de plateau, ce qui est le schéma avec beaucoup de couleurs en bas. Donc, à gauche, vous avez les sujets témoins, à droite, la ventilation protectrice. Et donc, vous voyez que dans les études qui ont marché, c'est-à-dire la première et la deuxième, si on regarde la pression de plateau, eh bien, la pression de plateau est très nettement différente entre le groupe témoin et le groupe intervention. Alors que dans les études qui n'ont pas marché, cette différence est beaucoup moins importante. Donc on pourrait se dire que peut-être la RDS-Net a limité le volume en voulant limiter le volume, mais qu'en fait, ils ont limité la pression de plateau et c'est ça qui a marché. Néanmoins, on peut le prendre aussi, et c'est ce qu'a fait l'auteur, on peut le prendre aussi sur l'étude de la mortalité en fonction du volume courant. Et ils ont montré que la mortalité était directement liée au volume courant que vous utilisez. Mortalité minimale entre 5 et 8 ml/kg. Pour les tout petits volumes courants, évidemment, la mortalité va remonter. Et vous voyez surtout que ça explose à partir de 10-12 ml/kg, ce qu'on faisait traditionnellement dans les années 80-90. La PEP. On sait maintenant qu'il faut ventiler en ventilation protectrice, mais est-ce qu'il faut mettre une PEP élevée ou une PEP basse? Là, c'est beaucoup moins évident à vous répondre clairement. La RDS-Net a essayé de faire une étude. Ils ont toujours pris des adultes ventilés en SDRA à qui ils faisaient de la ventilation protectrice, parce que sinon, ce n'était pas logique de les laisser surventiler alors qu'on a démontré que la surventilation est tuée. Et ils ont fait 2 groupes, PEP élevée versus PEP basse. Quand ils ont regardez ce qui se passait, c'est la courbe de survie actuarielle, rien, c'est strictement identique. Quand on analyse la mortalité à 28 jours, la mortalité hospitalière, la mortalité à 60 jours, la durée de ventilation, le nombre de défaillances viscérales, rien. Et au bout de 549 inclusions, les Américains ont dit on arrête, ça sert à rien, c'est futile, on arrête l'étude, il n'y a pas de différence. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se tourne vers les méta-analyses, donc on compulse plusieurs études pour voir si on peut en tirer quelque chose. Alors vous avez 6 études qui ont comparé PEP élevée et PEP basse. Dans les 3 premières, avec une différence de mortalité, on comparait une ventilation agressive avec une PEP basse à une ventilation protectrice à une PEP élevée. Évidemment, vous avez une grosse différence de mortalité entre les 2 groupes. Mais si vous me permettez une comparaison, c'est faire une étude en comparant 2 groupes, un groupe de gens qui sauteraient d'un avion avec un parachute et un groupe de gens qui sauteraient d'un avion sans parachute, et on se trouve qu'il y a une surmortalité dans le groupe qui saute sans parachute. On n'a peut-être pas besoin d'études pour le savoir.
Et donc, quand on prend les groupes qui font de la ventilation protectrice à tout le monde, eh bien, il y a 3 études et il n'y a pas de différence, que la PEP soit élevée ou basse, que la PEP soit protocolisée, que la PEP soit réglée avec les courbes pression-volume comme dans l'étude française, ou que la PEP soit associée à des manœuvres de recrutement. Il n'y a aucune différence de mortalité dans les 2 groupes. Si on analyse précisément, on a une toute petite différence, on atteint la significativité. Pour les malades qui ont les SDRA les plus graves, il semble que la PEP élevée leur soit bénéfique, alors que pour les malades qui ont les SDRA modérés, entre 200 et 300 de rapport PaO2 sur FiO2, la PEP élevée les aggrave. C'est une méta-analyse, attention, hein, on ne l'a pas démontré en fait sur une étude pure et dure. Hein. Donc PEP, on va essayer de titrer individuellement au cas par cas. Je ne peux pas vous éditer de recommandations. Par contre, ça, on peut vous éditer de recommandations. Et ça, c'est très important pour vous, infirmières, qui allez surveiller vos malades en SDRA. Les objectifs historiques, c'était de normaliser les gaz du sang. Ça, on le savait, saturation au-dessus de 95, PaO2 normal, PCO2 à 40, pH à 7,40. Et on a glissé vers les objectifs actuels qui sont beaucoup plus cool, hein, avec des SAT qu'on veut entre 88 et 95. Attention, à 95, on baisse la FiO2, on déventile à 95. On ne laisse pas un malade à 100%. PaO2 entre 55 et 75, donc c'est bas. Hein. PCO2 entre 45 et 70. Donc dès qu'il a 40, il doit être déventilé. On ne le laisse pas à 30-40 de PaCO2 sans baisser la pipe. Et pH entre 7,25 et 7,45. Et je reprends à mon compte la phrase de Gattinoni qui dit que la véritable révolution dans la prise en charge du SDRA, ça n'a pas été la ventilation à petit volume courant, la ventilation protectrice, mais ça a été le changement des objectifs de la ventilation, passage des objectifs historiques aux objectifs actuels, parce que si on veut normaliser les gaz du sang avec la théorie de Gattinoni, le travail que vous imposez au baby lung est multiplié par 10 ou 20. Hein, vous êtes 10 ou 20 fois plus agressif sur le baby lung pour passer de l'un à l'autre. Et ce qu'on peut donc conclure dans ces recommandations, c'est que le volume courant doit être entre 5 et 8, la PEP inférieure à 30, titrer la PEP avec les courbes pression-volume, on la met à 2 cm d'eau au-dessus du point d'inflexion inférieur, c'est-à-dire du point A, et on maintient une balance hydrique négative. Et si on ne fait pas ça, on part de la photo que je vous ai montrée précédemment, on met une ventilation agressive, eh bien on ne va pas toucher au stiff lung qu'on ne recrutera pas, par contre on va dilacérer le baby lung et vous allez avoir apparition de grosses bulles d'emphysème, de pneumothorax, de pneumomédiastin et votre malade va en mourir. Alors est-ce qu'on le fait en pédiatrie? Eh bien voilà une étude parue en 2011, un gros service Los Angeles. Donc pas n'importe quoi, hein, une ville de 12 millions d'habitants, le service de réanimation pédiatrique, 402 enfants en SDRA de 1 à 12 ans, et ils protocolisaient une ventilation protectrice, ventilation en pression contrôlée, limitant la pipe, la pression inspiratoire, limitant la fréquence, sans manœuvre de recrutement, avec des objectifs de saturation et de capnie modérés. Et ils étudiaient ce que faisaient les médecins ou les infirmières ou les spécialistes de la ventilation mécanique. Il y a des physiothérapeutes qui règlent les aspirateurs aux États-Unis en fonction des gaz du sang artériel et du protocole. 2719 situations. Et vous voyez donc dans les situations qu'ils avaient définies comme des ventilations où l'oxygénation est excessive. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, dans 50% des cas, eh bien, les gens les laissaient à des FiO2 trop hautes. Et dans un grand nombre de cas également, comme vous voyez là, 37%, ils les laissaient à des pipes trop hautes. Et même pire, quand l'oxygénation était insuffisante, votre malade il désature, il n'a plus de PaO2,
eh bien la PEP est trop basse dans 67% des cas. Donc en pédiatrie, on a des recommandations, mais il y a encore du boulot à faire pour les appliquer en pratique courante. Pareil, quand il y avait une alcalose respiratoire avec un pH supérieur à 7,45, dans un tiers des cas, personne n'adaptait la ventilation. Et pourtant, on sait depuis longtemps que quand on n'adapte pas la ventilation mécanique, on risque de faire des lésions de la ventilation mécanique. Vous connaissez, je pense tous, les problèmes d'hyperventilation, ce qu'on appelle le stretch test, l'étirement, c'est le volotraumatisme et le barotraumatisme. Et l'hypoventilation, c'est l'ouverture et fermeture des alvéoles avec des recrutements. Et vous voyez ce qui se passe sur un poumon de rat. Voilà, ça j'avais prévu quelques cours pour la surveillance que je vais passer rapidement. On ne peut pas se servir du rapport SpO2 sur FiO2. Le TCO2 a des limites et les boucles, Stéphane Dauger vous en parlera. L'oscillation haute fréquence, j'ai dit un mot, ça ne marche pas. Une grosse étude en double aveugle randomisée, arrêtée pour surmortalité dans le groupe HFO. Le surfactant, ça marche, mais c'était le calfactant qui n'était pas commercialisé en France. Et les NO, ça ne marche pas. Au total, que devez-vous retenir? La ventilation mécanique, c'est la pierre angulaire du traitement. La ventilation doit être protectrice et associée à une balance hydrique négative. Et vous ne devez jamais chercher à normaliser les gaz du sang. Voilà, poussiez-moi, on vous dit miaou, pour vous remercier de votre attention.